Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Guérison miraculeuse, stigmate du Christ et pouvoir surnaturel inexpliqué. Le cas du Padre Pio, un prêtre italien, défie la logique scientifique. Les dons surnaturels dont semble être doté ce moine font penser à un autre personnage, et c'est Jésus-Christ lui-même. Entités maléfiques et phénomènes étranges sèment encore la peur chez ceux qui y ont pénétré. Plongés dans l'horreur d'Alcatraz, cette prison mythique réputée hantée. Tous ceux qui sont passés dans cette prison disent qu'il s'y déroule des choses étranges. En 1986, l'équipage d'un vol Paris-Tokyo a-t-il été pris en chasse par un gigantesque vaisseau extraterrestre? L'ancien responsable américain de l'enquête brise le silence. Le cauchemar vécu par l'équipage japonais du vol 1628 a duré 31 minutes. C'est interminable. Le Ranch Skinwalker est l'un des endroits les plus étranges des États-Unis. Découvrez comment le gouvernement américain lui-même a cherché à percer le mystère de ce lieu maudit. Tout ce qui se déroule à cet endroit va rester longtemps, une sorte de secret d'État. La police fait-elle appel à des voyants pour résoudre des affaires criminelles? Découvrez comment l'intervention du paranormal a bouleversé certaines enquêtes. Cette femme a réussi à localiser le meurtrier sans rien connaître de cette affaire. Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro inédit d'Enquête paranormale. Les fidèles de l'Église catholique n'hésitent pas à parler de cet homme comme d'un messager de Jésus-Christ, et il lui voue un véritable culte. Il s'appelle Francesco Forgione, dit le Padre Pio. On prête à ce moine italien, décédé en 1968, des centaines de guérisons miraculeuses. Canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II, Francesco Forgione était doté d'étranges pouvoirs que la science n'a jamais pu expliquer. C'est l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire moderne. Et les pouvoirs surnaturels de cet homme fascinent encore des millions de gens à travers le monde. Ce moine du monastère de San Giovanni Rotondo est non seulement un défi pour la science, mais toute sa vie va baigner dans le surnaturel. Qui était vraiment Francesco Forgione, ce religieux italien frappé par des phénomènes paranormaux inexpliqués? Ce jeune religieux présente ce que l'on appelle les stigmates du Christ. Les scientifiques que le Vatican envoie sur place vont rester plusieurs mois. Résultat, ils vont faire face à une véritable énigme. À quelles étranges manifestations surnaturelles ceux qui l'ont connu ont-ils été confrontés? Là où on peut parler de véritable miracle, c'est que Francesco Forgione va rendre la vue à une petite fille qui n'a même pas de pupille. Des cas de guérison miraculeuse comme celle-là, on va en compter par dizaines. Les dons surnaturels dont semble être doté ce moine font extrêmement penser à un autre personnage qui est idolâtré par des millions de personnes, et c'est Jésus-Christ lui-même. Retour sur le mystérieux cas Francesco Forgione, cet homme que beaucoup considèrent à travers le monde comme un messager du Christ. Nous sommes le 2 mars 2008 en Italie, dans le petit village de San Giovanni Rotondo. Ce jour-là, les moines d'une congrégation locale s'apprêtent à ouvrir la tombe de Francesco Forgione, un religieux enterré à cet endroit 40 ans auparavant. Ce que ces hommes vont alors découvrir sous le regard des chaînes de télévision va créer la stupeur dans le monde entier. Ce qui se déroule dans la petite église du village de San Giovanni Rotondo en mars 2008 est un événement attendu par des millions de catholiques du monde entier. On est à peu près à 380 km au sud-est de Rome, et c'est là qu'est enterré Francesco Forgione, celui qu'on appelle le Padre Pio. C'est un moine capucin considéré comme un saint par l'Église catholique. Cet événement est si important que la télévision italienne s'est déplacée.
Cet homme dont on exhume le corps, c'est pas n'importe qui. Il est surnommé par ses fidèles comme le deuxième Christ. Et ce n'est pas pour rien, car toute la vie de cet homme est entourée de mystères. On parle de pouvoirs de guérison miraculeuse, de dons surnaturels et de phénomènes paranormaux inexpliqués. Si le 3 mars 2008, on exhume le corps de Francesco Forgione, c'est parce que le Vatican envisage d'exposer son corps aux fidèles. C'est ce qu'on appelle une ostension. Ce que vont découvrir les moines capucins quand ils vont ouvrir le cercueil est absolument incroyable. Au moment d'enlever la chape de plomb qui recouvre le cercueil en verre, c'est la stupéfaction. Le corps de Francesco Forgione est intact. Ce moine est quand même mort depuis 40 ans. Quand on ouvre un cercueil, quel qu'il soit, eh bien, on trouve un squelette au bout de 40 ans. Et là, c'est pas du tout le cas. On va trouver un corps intact. Il faut savoir que lorsque cet homme est mort, le 22 septembre 1968, il n'a reçu aucun soin. Il n'a même pas été embaumé. Certains m'ont témoigné que le corps dégage une odeur de violette, de rose. On peut dire que ça ne sent pas le cadavre. Ces images vont faire le tour du monde. Mais pour des millions de catholiques, cette découverte n'est qu'un miracle de plus dans la vie de cet homme qui échappe à toute logique scientifique. Qui est vraiment Francesco Forgione, cet Italien considéré comme étant le deuxième Christ par des millions de catholiques? Quels incroyables phénomènes surnaturels ont accompagné la vie de cet homme doté d'étranges pouvoirs? Francesco Forgione a toujours été très pieux. Dès l'âge de 20 ans, il est entré dans ce qu'on appelle les ordres au monastère de San Giovanni Rotondo. D'après ce qui se dit, la vie de ce religieux a basculé dans le surnaturel le 20 septembre 1918. Il a 31 ans et ce jour-là, il est frappé par un phénomène que la science, aujourd'hui encore, est incapable d'expliquer. Il y a des trous qui vont apparaître sur ses mains, mais aussi sur ses pieds, et également une plaie qui va apparaître sur le flanc gauche. Ce qui est curieux, c'est que ces plaies sont exactement les mêmes que celles que Jésus présentait sur la croix, telles qu'on le raconte dans la Bible. On demande bien sûr à Francesco Forgione de s'expliquer, et là, la version qu'il livre est vraiment surprenante. Alors, ce qu'il va expliquer, c'est qu'il était en prière, comme il le fait régulièrement, dans la petite église du monastère. Il était face au grand crucifix, et d'un seul coup, il voit sortir du corps du Christ des sortes de petits rayons qui vont se diriger vers lui et qui vont le transpercer. Certains ont très vite pensé que le jeune Francesco Forgione, poussé par une foi débordante, en serait venu jusqu'à s'auto-mutiler et à inventer toute cette histoire. Ce qui va intriguer sa hiérarchie, c'est que ces plaies qui font horriblement souffrir cet homme, elles n'ont toujours pas cicatrisé au bout d'1 an. Autre chose, pour quelqu'un qui s'est mutilé pour se rendre intéressant, Francesco Forgione a un drôle de comportement. Il fait tout pour cacher ses blessures au regard des autres. Cet homme humble ne veut surtout pas se transformer en phénomène de foire. Sauf que dans toute la région, des milliers de fidèles se pressent au monastère pour tenter d'apercevoir cet homme dont on dit qu'il serait une réincarnation du Christ. De quel étrange mal Francesco Forgione est-il atteint? Comment expliquer les mystérieux stigmates apparus sur son corps? Alors que la presse italienne s'empare de l'affaire, les plus hautes instances du Vatican décident de réagir. Dans toute la région de San Giovanni Rotondo, c'est l'effervescence. Il y a la presse, il y a des milliers de fidèles, tout le monde veut voir ce jeune religieux. On est clairement face à un phénomène d'idolâtrie, et au Vatican, on voit ça d'un très mauvais œil. Et à partir de là, le Vatican va tout faire pour démontrer qu'on a affaire à une supercherie. 3 médecins et un collège de psychiatres sont dépêchés dans le monastère. Ils ont pour mission de mettre fin à toute cette histoire. Le problème, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Francesco Forgione va subir une batterie d'examens par différents psychiatres. Ils ne font état d'aucun déséquilibre mental. On évacue alors l'hypothèse psychiatrique. Les médecins vont ausculter sous toutes les coutures les plaies de Francesco Forgione, mais ils vont faire face à une série de questions sans réponse. Cet homme présente des plaies ouvertes depuis maintenant 1 an et les médecins font état d'aucune infection. Là aussi, c'est quand même assez difficilement explicable. Ce que les médecins ne comprennent pas non plus, c'est que sortent des plaies l'équivalent d'une tasse de sang par jour. Et ce sang, c'est un sang normal, d'un sujet en bonne santé. Un événement va particulièrement déstabiliser les médecins. Francesco Forgione a des accès de fièvre. Ils vont alors prendre sa température et le thermomètre va monter jusqu'à 48 degrés.
Ils confirmeront que le thermomètre a même littéralement explosé. En médecine, il faut quand même admettre qu'on n'a jamais vu ça. Pour tout homme, au-delà de 42 degrés, c'est la mort assurée. Les scientifiques que le Vatican envoie sur place vont rester plusieurs mois. Résultat, ils vont faire face à une véritable énigme. Alors que les étranges phénomènes entourant Francesco Forgione demeurent un mystère pour la médecine, l'État du Vatican décide de mettre un terme à ce qu'elle craint être une supercherie. En 1923, le religieux est condamné à l'isolement. Quelque chose de mystérieux entoure la vie de cet homme. On surnomme d'ailleurs cet homme le deuxième Christ. Et au Vatican, ça dérange beaucoup de monde. Le Vatican va alors prendre une décision brutale pour mettre fin à tout ce cirque médiatique. Et le 31 mai 1923, il condamne officiellement et publiquement Francesco Forgione à l'isolement. Francesco Forgione va se voir interdire de célébrer des messes, de confesser, de rentrer en contact avec ses fidèles, et ce pendant 10 ans. Ce qu'on essaye, en le soumettant à ce régime, c'est de le faire craquer. Tous les moyens, y compris illégaux, vont être mis en place par le Vatican pour démasquer cet homme. Selon certains témoins, la police secrète du pape aurait même truffé de micros le monastère. Le Vatican s'est donné beaucoup de mal pour mettre à jour une escroquerie, mais force est de constater que, à la sortie, on n'a rien trouvé. Durant ces 10 longues années, Francesco Forgione a beau être coupé du monde, les stigmates qui le font souffrir sont toujours là, et sa foi, elle, reste intacte. Alors que le Vatican est incapable d'expliquer les mystérieux phénomènes qui entourent le moine de San Giovanni Rotondo, les témoignages étranges s'accumulent. Tous attestent avoir assisté aux incroyables pouvoirs surnaturels dont semble doté l'énigmatique Francesco Forgione. On lui prête parmi les prodiges qu'il est capable de faire, celui de la bilocation. Alors qu'est-ce que c'est que la bilocation? C'est pouvoir être vu à deux endroits à la fois et exactement en même temps. Ce don est attesté par le général en chef des armées italiennes lui-même. Cet homme s'appelle Luigi Cadorna, et ce qu'il dit avoir vécu est arrivé avant même que Francesco Forgione ne fasse parler de lui. Le 9 novembre 1917, le général Cadorna est limogé par l'armée italienne pour cause de défaite, et ce jour-là, il décide de mettre fin à ses jours. Et c'est au moment où il va commettre le geste fatal qu'apparaît brusquement devant lui un moine qui va l'empêcher de se suicider. Lorsque la photo de Francesco Forgione va arriver dans la presse quelques années plus tard, Luigi Cadorna sera en état de choc, car il va reconnaître le moine qui lui a sauvé la vie. Francesco Forgione confirmera avoir agi ce soir du 9 novembre 1917 auprès du général Cadorna. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au même moment, les moines affirmeront que Padre Pio était bien avec eux, il n'a jamais quitté le monastère. Un autre événement surnaturel va marquer l'incroyable histoire de Francesco Forgione. En juin 1947, il va rendre la vue à une petite fille aveugle de naissance qui en aucun cas ne peut voir. Cette petite fille, elle s'appelle Gemma Di Giorgi et elle a 7 ans. Et là où on peut véritablement parler de miracle, c'est que Padre Pio va redonner la vue à cette petite fille alors qu'elle n'a même pas de pupille. Les médecins expertisent cette guérison et elle est proprement impossible. Les dons surnaturels dont semble être doté ce moine font extrêmement penser à un autre personnage qui est idolâtré par des millions de personnes, et c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi tout le monde surnomme cet homme le deuxième Christ. Alors qu'à travers toute l'Europe, les cas de guérison inexpliqués et les pouvoirs surnaturels de Francesco Forgione intriguent, un jeune évêque polonais du nom de Karol Wojtyła se rend à San Giovanni Rotondo. Celui qu'on surnomme alors le deuxième Christ va lui faire une incroyable prédiction. En 1948, il y a un jeune évêque polonais qui est très intrigué par l'histoire de ce moine doté de pouvoirs quasi-christiques. Cet homme s'appelle Karol Wojtyła. Il va faire le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo pour aller rencontrer celui qu'on appelle le Padre Pio. Cette rencontre va marquer à tout jamais le destin de ce jeune évêque polonais qui pour l'instant n'est connu de personne. Lors de la première rencontre qui va avoir lieu entre le Padre Pio et Karol Wojtyła, il va se passer quelque chose de très particulier. Le Padre Pio va lui dire spontanément « Tu seras pape, mais il y aura du sang et de la violence ». Cette prédiction est incroyable par sa justesse, car 30 ans plus tard, en octobre 1978, c'est exactement ce qu'il va se passer. Karol Wojtyła va devenir le pape Jean-Paul II.
Lorsque Francesco Forgione évoque du sang et de la violence autour de ce pape, il ne croit pas si bien dire. Le 13 mai 1981, place Saint-Pierre de Rome, le pape Jean-Paul II va échapper miraculeusement à la mort. On va tenter de l'assassiner. Francesco Forgione serait-il le messager du Christ, comme certains l'affirment désormais? Ultime fait troublant. Lors de son décès, le 22 septembre 1968, les médecins vont faire face à un nouvel élément totalement inexplicable. En 1968, Francesco Forgione a alors 81 ans. Il aura vécu toute sa vie au monastère de San Giovanni Rotondo et c'est là qu'il s'éteindra le 22 septembre. Les médecins qui se rendent à son chevet vont assister là encore à un événement surnaturel. Les stigmates qui étaient présents sur ses mains, sur ses pieds, mais aussi sur son flanc gauche, ont, le jour de sa mort, mystérieusement disparu. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que les médecins ne vont constater aucune cicatrice sur son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout. Cet homme saigne et souffre le martyre depuis 50 ans, et le jour de sa mort, on assiste à une guérison miraculeuse de plus. Lorsqu'on va exhumer le corps de Padre Pio en mars 2008, la première chose que vont tenter de faire les moines, c'est qu'ils vont chercher les stigmates. Mais il n'y a aucune trace. Qu'on soit croyant ou de n'importe quelle confession ou pas croyant du tout, eh bien, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il n'y a aucune logique dans tout cela. Francesco Forgione est sans aucun doute l'une des plus grandes énigmes de l'histoire moderne. 52 ans après la mort de Francesco Forgione, connu désormais à travers le monde sous le nom de Padre Pio, ni la science ni personne n'a encore réussi à percer le secret des étranges phénomènes qui ont jalonné la vie de cet homme. Canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II lui-même et désormais considéré comme un saint par l'Église, son corps, miraculeusement conservé, repose toujours à San Giovanni Rotondo, en Italie. En 1979, le monde entier découvre au cinéma la sinistre prison d'Alcatraz, rendue célèbre grâce à l'acteur Clint Eastwood et le film Les Évadés d'Alcatraz. Aujourd'hui, des milliers de touristes visitent chaque année cette île-prison au large de San Francisco, où fut emprisonné le célèbre Al Capone. Mais nombre d'entre eux ignorent que cet endroit, surnommé The Rock, le rocher, a longtemps terrifié les détenus, mais aussi leurs gardiens. Alcatraz serait en effet une prison hantée. C'est l'une des prisons les plus célèbres au monde, mais cet endroit au sinistre passé serait aussi l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. On raconte que les détenus qui sont passés à Alcatraz ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils y ont laissé leur âme. Les tribus indiennes surnommaient déjà Alcatraz l'île au diable. À quels phénomènes paranormaux les gardiens et les détenus ont-ils fait face sur ce rocher prétendu maudit? Tous ceux qui sont passés dans cette prison disent qu'il s'y déroule des choses étranges. Non seulement les détenus ont peur, mais les gardiens, eux aussi, vivent dans la crainte d'être confrontés à de nouveaux phénomènes paranormaux. Quels événements glaçants forgent encore aujourd'hui sa sinistre réputation? La photo prise par Sheila Sillery Walsh va faire la une de toutes les télés américaines. Pour beaucoup, ce cliché serait la preuve que les histoires de fantômes qui courent sur Alcatraz seraient vraies. Cette pauvre Anglaise est tellement terrorisée parce qu'elle vient de vivre à Alcatraz qu'elle va non seulement écourter sa visite, mais elle va même quitter les États-Unis dès le lendemain. Plongé au cœur de la terrifiante prison d'Alcatraz et de ses étranges phénomènes paranormaux. Nous sommes le 19 juin 2014 à San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis. Ce jour-là, un couple de touristes britanniques, Sheila Sillery Walsh et Paul Rice, visitent la légendaire prison d'Alcatraz. Un endroit étrange et fascinant, rendu célèbre en 1979 à travers le monde grâce à l'acteur Clint Eastwood. Alors comme ça, personne ne s'est jamais tiré d'ici? Personne n'a réussi. Ici, tout le monde cherche un moyen de se tirer, mais il n'y en a pas.
Les quelques heures passées par ces deux Anglais entre les murs de cette ancienne prison va marquer leur vie à jamais. La prison d'Alcatraz, elle se situe dans la baie de San Francisco en Californie et c'est un des endroits les plus visités de la côte ouest américaine. Il faut savoir que chaque année, ce sont près de 1 300 000 touristes qui viennent découvrir cette forteresse. Cet îlot, surnommé The Rock, le Rocher, a une histoire mythique, mais aussi un passé particulièrement sombre. Cette prison a fonctionné de 1934 à 1963 et durant ces 29 ans, elle a accueilli les criminels les plus dangereux de toute l'Amérique et notamment un gangster très célèbre, Al Capone. Quand Sheila Silry Walsh, accompagnée de son conjoint Paul Rice, visite Alcatraz, ils ont bien évidemment, comme beaucoup d'autres personnes, en tête un célèbre film nommé L'évadé d'Alcatraz, avec Clint Eastwood, qui retrace une évasion qui a eu lieu en 1962. 3 détenus auraient réussi l'impossible, cependant on n'a jamais retrouvé leur corps. Ce couple de touristes britanniques visite donc une ancienne prison qui a la réputation d'être un endroit dont on ne s'évade jamais. Pour le coup, ils vont constater par eux-mêmes que certaines personnes semblent prisonnières de cet endroit. En effet, ce 19 juin 2014, Sheila Silry Walsh et Paul Rice vont prendre une photographie des célèbres parloirs de la prison. L'étrange phénomène surnaturel qui va apparaître sur leur cliché va faire la une de tous les médias américains. Ceci serait la photo d'un fantôme prise dans les anciens parloirs de la prison. En juin 2014, Sheila Silry Walsh se trouve dans les anciens parloirs de cette prison, Alcatraz, et elle fait comme des milliers de touristes à ce moment-là, elle prend des photos. Sauf qu'au moment où cette touriste vérifie la photo qu'il y a d'inscrite sur son smartphone, ce qu'elle découvre va lui glacer le sang. Sur la photo prise par Sheila, on distingue l'étrange silhouette d'une femme qui se reflète sur la vitre du parloir. Ce qui va intriguer cette touriste anglaise, c'est qu'au moment de saisir la photo, elle jure qu'il n'y avait absolument personne de l'autre côté de la vitre. La première réaction de son conjoint, c'est de se dire que c'était un reflet. Sauf que lorsqu'on analyse la photo, on distingue une coupe de cheveux et des vêtements qui sont complètement d'une autre période que la nôtre. La période années 30-40. Sheila va immédiatement montrer cette photo au personnel qui organise les visites de la prison. Et alors là, le personnel est formel. On ne connaît pas cette femme qui est prise sur la photo. Sheila Silry Walsh est tellement déstabilisée à l'idée d'avoir pris un fantôme en photo qu'elle sera incapable de terminer la visite. Ce que vient de vivre cette pauvre Anglaise, dans un premier temps, ça va donc la déstabiliser et puis ça va la terrifier au point même que non seulement elle écourtera la visite de la prison, mais elle quittera les États-Unis le lendemain même. Il faut savoir qu'avant de quitter les États-Unis, Sheila va envoyer sa photo à plusieurs médias américains. Pour beaucoup, ce cliché serait la preuve que les histoires de fantômes qui courent sur Alcatraz sont vraies. Si l'étrange photo du 19 juin 2014 est prise très au sérieux par les journalistes américains, c'est que depuis toujours, on prétend que le rocher sur lequel se dresse Alcatraz serait hanté. Il faut bien savoir que les histoires de tous ces phénomènes paranormaux qui tournent autour de Alcatraz remontent à très très loin. Les premiers habitants de la baie de San Francisco étaient des Indiens. Et ils racontent depuis toujours que cette île abriterait des entités maléfiques. Les tribus indiennes surnommaient déjà Alcatraz l'île au diable. On peut penser que ce que racontent les Indiens relève du folklore, mais dès l'ouverture de la prison en 1934, le personnel comme les détenus de la prison vont raconter avoir assisté à des phénomènes surnaturels. Le premier témoin à parler sera James Johnston. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est le premier directeur de la prison d'Alcatraz. Cet homme extrêmement rationnel affirme avoir entendu des pleurs émanant des murs, et ces sanglots étaient ceux d'une femme. Ce qui est évidemment assez curieux, puisqu'à Alcatraz, à l'époque, il n'y avait que des hommes incarcérés. Des témoignages comme celui de James Johnston, il y en a beaucoup. Les historiens qui ont consulté les archives de la prison ont découvert de nombreux rapports officiels faisant état de phénomènes mystérieux. Dans ces rapports, on découvre que les détenus se plaignent régulièrement aux gardiens d'être réveillés par des chuchotements bizarres, par des sanglots, ainsi que par d'étranges bruits de pas dans les couloirs.
Si les gardiens ont pris le soin de notifier dans des rapports officiels ce que leur racontaient les détenus, c'est qu'eux-mêmes ont vécu des événements qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Non seulement les détenus ont peur, mais les gardiens, eux aussi, vivent dans la crainte d'être confrontés à de nouveaux phénomènes paranormaux. Plusieurs gardiens affirmeront avoir entendu des bruits métalliques de chaînes à l'intérieur de cellules où pourtant il n'y a aucun prisonnier. Les gardiens, comme les détenus, parlent de silhouettes sombres qui se déplacent et disparaîtraient mystérieusement dans les couloirs de la prison. Les gardiens d'Alcatraz se méfient particulièrement de ces silhouettes sombres. Mais ce qui les effraie le plus, c'est de croiser la route d'une autre apparition que beaucoup disent avoir vue. Le personnel évoque le fantôme d'un soldat de la guerre de sécession qui entrait les lieux. Si le personnel de la prison et les détenus vivent dans la crainte de ces manifestations surnaturelles, c'est qu'en 1944, un événement terrifiant s'est déroulé dans le sinistre bloc D, l'un des endroits les plus glaçants d'Alcatraz. Le bloc D à Alcatraz est surnommé le trou par les prisonniers, et c'est là que l'on met les détenus en isolement pour ceux qui ont enfreint les règles de la prison. Si les criminels et les gangsters les plus dangereux d'Alcatraz redoutent cet endroit, c'est à cause d'une cellule en particulier, la cellule 14. L'histoire court parmi les détenus, mais aussi parmi les gardiens, qu'en 1944, un détenu a été retrouvé étranglé dans cette fameuse cellule 14. D'après les témoins de l'époque, ce prisonnier aurait supplié qu'on vienne le libérer de cette cellule. Ce qui est étrange, c'est que ce détenu hurlait, il criait qu'une étrange créature aux yeux rouges était en train de l'attaquer. Les gardiens l'ont laissé hurler toute la nuit. Ils pensaient qu'en fait, il essayait de simuler pour échapper à l'isolement. Et lorsque les gardiens vont ouvrir la cellule le lendemain matin, ce qu'ils vont découvrir va leur glacer le sang. Ce détenu qui était seul à l'isolement est retrouvé mort, étranglé. Son cou présentait les traces visibles de strangulation. Et chose curieuse, après autopsie, on découvre qu'il ne s'est pas étranglé lui-même. Quelque chose ou quelqu'un l'a étranglé. Après cet épisode, les prisonniers d'Alcatraz ont tellement peur qu'ils nomment ce tueur invisible qui rôde dans le hall D, The Thing, autrement dit, la chose. Certains détenus prétendent qu'il pourrait s'agir du fantôme de ce soldat de la guerre de sécession que les gardiens eux-mêmes disent avoir vu. Cependant, cette histoire ne s'arrête pas là. Le détenu décédé mystérieusement dans la cellule 14 va faire de nouveau parler de lui le jour même de sa mort. Immédiatement après la mort de ce détenu, les gardiens vont procéder à un comptage des prisonniers et ils vont en compter un de trop. Celui qui ne devrait pas être là, c'est le détenu de la cellule 14. Les gardiens vont affirmer qu'il était pourtant dans la file des prisonniers et qu'il s'est volatilisé sous leurs yeux. Ce qu'il s'est passé en 1944 marque encore aujourd'hui de son empreinte ce fameux bloc D à Alcatraz. Depuis cet épisode surnaturel, on sait que tous les gardiens ont reçu l'ordre, quand ils quittent la prison, de ne jamais parler de ce qu'il se passe sur cette île. À quels phénomènes inexpliqués détenus et gardiens ont-ils été confrontés sur cette mystérieuse île de la baie de San Francisco? Alors qu'en 1963, Robert Kennedy, ministre de la Justice, décide de fermer définitivement la prison d'Alcatraz, les manifestations inexpliquées qui ont agité cette île 29 ans durant vont se poursuivre. En 1963, Robert Kennedy, le frère du président JFK, décide la fermeture de la prison et il faudra attendre 1973 pour qu'Alcatraz réouvre ses portes, mais là sous forme de musée. Cette île que l'on dit hantée ne va alors pas faillir à sa réputation. Depuis 1973, tous ceux qui posent le pied à Alcatraz affirment ressentir un sentiment d'oppression. Et ce phénomène particulièrement désagréable va être attesté par tout le monde, mais personne ne peut y apporter d'explication. Tous les visiteurs, une fois à l'intérieur, se disent observés par une présence invisible. Un touriste qui s'appelle Robert Davis ira jusqu'à raconter lors de sa visite du sinistre bloc D qu'une main s'est posée sur son épaule. Et tout aussi étrange qu'une voix lui aurait dit à l'oreille « Tu es à moi ».
D'autres témoignages sont assez troublants puisque de nombreux touristes affirment avoir assisté à l'ouverture et à la fermeture des portes des cellules sans aucune intervention humaine. La prison n'est plus en activité, mais on continue de voir et de ressentir des choses pour le moins étranges. En 1980, dans l'un des couloirs qu'on appelle l'avenue Michigan, un ancien détenu qui est alors devenu guide au sein de la prison va rapporter avoir assisté à une apparition que lui-même a énormément de mal à croire. Cet homme s'appelle Léon Whitey Thompson, il a 57 ans et il a été détenu à Alcatraz de 1958 à 1962. Durant ces 4 années de détention, il s'est lié d'amitié avec un autre détenu qui s'appelle Johnny House. En 1980, ce même Léon Whitey Thompson affirme avoir vu le fantôme de Johnny House, pourtant décédé des années auparavant. Alors évidemment, ce n'est pas le seul détenu qui reviendrait hanter la prison d'Alcatraz. On peut citer par exemple le fameux gangster Al Capone qui avait l'habitude de jouer du banjo dans la prison. Le premier témoin s'appelle Laurie Brosnan, c'est un garde forestier d'Alcatraz. Il raconte avoir entendu le banjo d'Al Capone du côté des anciennes douches de la prison. Et depuis, d'autres visiteurs ont témoigné eux aussi avoir entendu cette étrange musique. Comment expliquer les étranges phénomènes paranormaux rapportés depuis 86 ans par tous ceux qui ont pénétré dans cette sinistre prison? Si aujourd'hui la compagnie qui emmène les touristes sur cette île nie officiellement la présence de fantômes à Alcatraz, la photo prise par Sheila Sillery Walsh a relancé les plus folles rumeurs. On peut penser bien sûr que ces histoires de fantômes, c'est aussi un moyen pour le tourisme local de se faire un peu d'argent. Mais ce qui est très étrange, c'est que la compagnie maritime qui fait les allers-retours entre la baie de San Francisco et l'île d'Alcatraz ne communique pas du tout là-dessus. Cette compagnie va même jusqu'à préciser aux touristes qui viendraient pour le côté paranormal de l'île que la prison n'est pas hantée. D'ailleurs, quand la touriste anglaise, Sheila Sillery Walsh, se rend à Alcatraz, c'est en simple touriste qu'elle s'y rend. D'ailleurs, elle ne croit absolument pas aux fantômes. Si l'étrange photo qu'a prise cette femme le 19 juin 2014 a relancé les rumeurs de hantise à Alcatraz, c'est à cause d'un détail troublant. Si cette personne aurait voulu truquer sa photo pour faire croire aux fantômes, elle aurait utilisé le visage d'un homme. La prison n'a accueilli que des détenus masculins. Et d'ailleurs, à chaque fois que l'on évoque des fantômes à Alcatraz, à chaque fois, ce sont des fantômes de sexe masculin. Ce que Sheila ignorait, comme la plupart des gens d'ailleurs, c'est que sur l'île d'Alcatraz, il y avait des femmes, parce que les gardiens vivaient avec leur famille. Pour certains, il se peut que l'apparition que l'on voit sur le cliché de 2014 soit le fantôme de la femme d'un ancien gardien ayant vécu sur l'île. Cette femme de gardien serait peut-être à l'origine des sanglots que tout le monde dans les années 30 à Alcatraz avait entendu, gardien comme détenu, y compris le tout premier directeur de la prison, James Johnston. La légende veut que les hommes détenus à Alcatraz ont vécu des choses tellement difficiles là-bas qu'ils y ont laissé leur âme. Mais les familles des gardiens, obligées de vivre sur l'île, elles aussi sont restées prisonnières à tout jamais d'Alcatraz. Aujourd'hui encore, l'île-prison d'Alcatraz continue de recevoir la visite de millions de touristes, aussi effrayés que fascinés par sa sinistre légende. Régulièrement, cet endroit étrange accueille des spécialistes du paranormal venus du monde entier. Tous espèrent apporter la preuve définitive qu'Alcatraz est l'un des endroits les plus hantés d'Amérique. En novembre 1986, un vol Paris-Tokyo s'est transformé en un véritable cauchemar pour l'équipage de l'avion. En plein survol de l'Alaska, le commandant de bord et ses hommes racontent avoir frôlé la catastrophe après avoir été pris en chasse par une gigantesque soucoupe volante. Retour sur l'incroyable incident de Denali, un dossier toujours classé top secret. On l'appelle l'incident OVNI de Denali. Et les étranges événements survenus lors d'un vol Paris-Tokyo restent à ce jour l'un des plus grands mystères de l'aviation. D'après le rapport officiel établi bien plus tard par les enquêteurs, le cauchemar vécu par l'équipage japonais du vol 1628 a duré 31 minutes. C'est interminable. Le personnel de sécurité de l'aéroport accueille ce soir-là 3 pilotes totalement terrifiés.
À quel effrayant phénomène inexpliqué l'équipage du vol 1628 a-t-il fait face en novembre 1986 ? Kenju Terauchi va alors raconter avoir vu un engin volant de la taille de 2 porte-avions. Ce qu'observe le commandant Terauchi ce jour-là est proprement gigantesque. L'équipage du vol 1628 fait face à un véritable mystère. Le gouvernement américain a-t-il voulu cacher la présence d'un gigantesque vaisseau d'origine extraterrestre dans le ciel de l'Alaska ? Cet ancien membre de l'administration américaine révèle que l'OVNI du Mont Dédali devait rester top secret. John Callahan confirme que ce que le commandant Terauchi a observé est bien un objet volant non identifié. Retour sur l'incident de Denali, l'une des plus incroyables observations d'OVNI jamais faites par des pilotes de ligne. Nous sommes le 17 novembre 1986, non loin de Paris, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce jour-là, le vol numéro 1628 à destination de Tokyo s'apprête à décoller. Si pour le commandant de bord Kenju Terauchi et les 2 autres membres d'équipage c'est un vol comme les autres, dans quelques heures seulement, ces 3 hommes assisteront à l'une des plus incroyables observations d'OVNI de toute l'histoire de l'aviation. Le 17 novembre 1986, le commandant de bord Kenju Terauchi prend les commandes du Boeing 1628 à destination de Tokyo. Cet avion cargo appartient à la compagnie japonaise Japan Airlines. Ce jour-là, cet avion cargo ne transporte pas de passagers, mais une grosse cargaison de vin français, de vin de Beaujolais, à destination du Japon. Kenju Terauchi n'est pas seul dans l'avion, il est accompagné de son copilote, Takanori Tamefuji. Un 3e homme les accompagne, il s'agit de Yoshio Tsukuba, qui est l'ingénieur de vol. Ces 3 hommes sont loin d'être des débutants. D'ailleurs, le pilote Kenju Terauchi est lui-même un ancien pilote de chasse de l'armée japonaise. C'est un commandant expérimenté qui a 10 000 heures de vol à son actif. Quand le commandant Terauchi décolle de l'aéroport Charles de Gaulle ce 17 novembre 1986, il ignore que ce vol Paris-Tokyo sera le dernier de sa carrière. En effet, après 9 heures de vol, le Boeing 747 de la Japan Airlines survole l'Alaska, où il doit se ravitailler. Les 3 hommes d'équipage vont alors faire face à une situation inédite. À 17h11, le vol 1628 survole l'Alaska et le commandant Terauchi raconte que l'équipage va soudainement apercevoir, en contrebas de l'avion, 2 lumières étranges. Comme l'Alaska se trouve à quelques centaines de kilomètres de l'Union soviétique, l'équipage pense que ce sont des avions de chasse de l'armée américaine qui patrouillent. Sauf que quelques minutes plus tard, l'équipage va comprendre qu'ils ont affaire à quelque chose de totalement inconnu. Les étranges lumières qu'ils ont observées à gauche de l'avion en contrebas vont soudainement disparaître pour réapparaître 300 mètres plus loin au devant de l'avion. L'équipage du vol 1628 dira avoir été sidéré par ce qu'ils ont observé. Cette chose qui se présente sous leurs yeux en plein ciel ressemble à 2 immenses tours de lumière. Non seulement ce qu'ils observaient est gigantesque, mais cette chose semble capable, en volant à 1000 km/h, de se déplacer de la gauche de l'avion vers l'avant de l'avion, à peine en quelques secondes. Kenju Terauchi expliquera aux enquêteurs que c'est comme si la gravité n'existait pas pour cet objet volant. Le spectacle auquel va assister le commandant Terauchi et son équipage va durer 12 longues minutes. L'équipage n'a qu'une seule crainte, c'est de rentrer en collision avec cet objet volant non identifié. À quel étrange phénomène les membres de l'équipage du vol 1628 ont-ils eu affaire ce 17 novembre 1986 dans le ciel de l'Alaska? Alors que le commandant Kenju Terauchi interroge la tour de contrôle d'Anchorage, le principal aéroport de la région,
La situation va devenir aussi énigmatique que dangereuse. Quelque chose va immédiatement intriguer l'équipage du vol 1628. Ce qu'ils voient de leurs propres yeux n'apparaît pas du tout sur les écrans radars de l'avion. Kenju Teroshi va interroger immédiatement la tour de contrôle la plus proche, c'est celle de l'aéroport d'Anchorage. Le contrôleur aérien qui officie ce jour-là s'appelle Carl Henley. Et ce qu'il va répondre à l'équipage va les effrayer. Carl Henley explique au commandant Teroshi que, hormis le vol 1628, il n'y a aucun autre avion sur ces écrans radars. À ce moment-là, l'équipage du vol 1628 fait face à un véritable mystère. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils voient de leurs propres yeux n'apparaît sur aucun écran radar. Cette chose gigantesque est tout simplement invisible. À 17h23, ces mystérieuses lumières qui semblent jouer à cache-cache avec l'avion et qui sont à 2 doigts de rentrer en collision avec lui, vont mystérieusement disparaître. Pour l'équipage, c'est le soulagement. Sauf que ce cauchemar à 11 000 mètres d'altitude est loin d'être terminé. Il est 17h30 ce 17 novembre 1986. Le radar du vol 1628 détecte soudainement la présence d'un engin à l'arrière de l'avion. Les 3 membres de l'équipage vont alors faire face à un spectacle qui dépasse l'entendement. Le commandant Kenju Teroshi et ses 2 coéquipiers ont juste le temps de se remettre de leur émotion lorsque soudain, ils sont aveuglés par une immense lumière très intense. Nous sommes à 11 000 mètres d'altitude et cette lumière, dont ils ne savent pas d'où elle provient, va brutalement faire monter la température dans le cockpit. Les 3 membres de l'équipage vont avoir la peur de leur vie. Kenju Teroshi raconte avoir vu un immense aéronef se déplacer à gauche de l'avion. Mais ce qui va le terrifier, ce sont ses dimensions. Le commandant Teroshi dira aux enquêteurs que cet ovni faisait la taille de 2 porte-avions. Imaginez la taille de cet engin, quand on sait qu'un porte-avions, c'est l'équivalent d'une ville de 12 000 personnes. Kenju Teroshi est tout simplement terrorisé par ce qu'il voit et il se dit qu'une collision est presque inévitable. L'équipage va alors lancer un appel de détresse à la tour d'Anchorage. Et compte tenu de la panique qui règne dans l'appareil, les contrôleurs vont leur donner l'autorisation de changer de couloir de vol. Le Paris-Tokyo va se dégager en volant 2500 mètres plus bas que sa position initiale. Le problème, c'est que l'équipage réalise quelques minutes plus tard que ce gigantesque ovni les suit. Et pire encore, qu'il les pourchasse. À 18h20, le vol 1628 a demandé à atterrir de toute urgence sur l'aéroport d'Anchorage. On sait, d'après le rapport officiel établi plus tard par les enquêteurs, que le cauchemar vécu par le vol 1628 a duré 31 minutes. C'est interminable. Le personnel de sécurité de l'aéroport accueille ce soir-là les 3 pauvres pilotes totalement terrifiés. Ils sont choqués par ce qu'ils ont vu en vol. D'où viennent les mystérieux objets volants non identifiés observés ce 17 novembre 1986 dans l'espace aérien américain? Si Washington diligente immédiatement une enquête officielle, les agents chargés du dossier vont très vite s'employer à minimiser l'incident. Quand l'équipage du vol 1628 débarque à Anchorage, ils sont immédiatement pris en charge par des agents de la FAA. La FAA, c'est une agence gouvernementale qui gère les transports aériens des États-Unis, qu'ils soient civils ou militaires. Le bureau d'enquête est dirigé par un certain John Callahan. John Callahan et ses hommes vont immédiatement interroger l'équipage. Le commandant Kenju Teroshi décrit ce qu'il a vu en vol. Il fournit même aux enquêteurs des dessins très précis.
Ce que décrit Kenju Terushi s'apparente à ce qu'on appelle un vaisseau-mère accompagné de 2 appareils de reconnaissance. Le seul problème, c'est que si les 2 autres membres d'équipage confirment en tout point les événements, Kenju Terushi est le seul à avoir distinctement observé ce gigantesque aéronef. Les enquêteurs américains vont alors se poser des questions. Ils vont même se demander si par hasard l'équipage n'avait pas copieusement arrosé ce vol avec la cargaison de bons vins de Beaujolais qu'ils transportaient pour le Japon. Sauf que les analyses médicales et psychiatriques auxquelles sont soumis les 3 membres d'équipage ne montreront aucune trace d'alcool, de drogue ou de troubles mentaux. Les enquêteurs font face à 3 hommes parfaitement rationnels et posés. Mais surtout, ils disposent d'autres éléments particulièrement troublants. Les enregistrements radars de l'aéroport d'Anchorage, mais aussi de la base militaire d'Elmendorf, confirment que ce soir-là, un objet était à proximité du couloir aérien du vol 1628. Cet événement, qui finira classé top secret, va prendre le nom d'incident de Denali. Le mont Denali est en fait la montagne la plus élevée d'Alaska, et c'est au-dessus de ce sommet qu'a été aperçu justement l'OVNI. Alors que le 5 mars 1987, le bureau d'enquête de la FAA organise une conférence de presse sur l'étrange incident du mont Denali, les journalistes présents vont assister ce jour-là à un véritable coup de théâtre. 3 mois après les événements, le bureau d'enquête rend les conclusions de son rapport et il le fait devant les journalistes. Il se trouve que l'affaire s'est ébruitée et les médias nationaux veulent savoir ce qu'il se passe dans le ciel américain. Les journalistes présents dans la salle de presse ce jour-là ont fait le déplacement pour rien. Le bureau d'enquête valide les témoignages des membres de l'équipage, mais en tire comme conclusion paradoxale qu'il ne s'est rien passé le 17 novembre 1986 au-dessus du mont Denali. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Par contre, le commandant Terushi, lui, il ne veut pas en rester là. De retour au Japon, il évoque ouvertement dans la presse ce qui s'est passé ce jour-là au-dessus de l'Alaska. L'attitude du commandant Terushi ne va pas du tout plaire aux Américains et ni à la Japan Airlines. La sanction va tomber immédiatement, la compagnie aérienne va interdire à ce pilote qui parle trop de voler, il est littéralement mis au placard. Le gouvernement américain a-t-il voulu dissimuler des phénomènes qui lui échappent dans son espace aérien? Alors que cette mystérieuse affaire tombe peu à peu dans l'oubli, en 2001, John Callahan, l'ancien chef du bureau d'enquête de la FAA, va briser le silence et faire des révélations fracassantes. En 2001, John Callahan a pris sa retraite et il va s'exprimer lors d'une conférence de presse. Il va sortir de son devoir de réserve. Cet ancien membre de l'administration américaine révèle que suite à l'incident du vol 1628, une réunion secrète s'est tenue à Washington en présence de représentants de la présidence, de la CIA et du FBI. Au cours de cette réunion secrète, il a été décidé que l'incident du mont Denali devait rester top secret et que, officiellement, il ne s'était rien passé. John Callahan confirme également que la base militaire d'Elmendorf a bien enregistré ce jour-là la présence d'un aéronef inconnu dans cette zone. Devant les journalistes, l'ancien responsable de l'enquête ne va pas s'arrêter là. Il précise que l'armée dispose d'un enregistrement vidéo de 30 minutes sur lequel il y aurait toutes les données enregistrées par les radars ce fameux 17 novembre 1986. Il s'agit donc d'une preuve matérielle. John Callahan confirme ce 9 mai 2001 que ce qu'a observé le commandant Terushi en 1986 est bien un objet volant non identifié d'origine inconnue. Pour les journalistes, le témoignage de John Callahan confirmerait la volonté du gouvernement américain de cacher toute présence d'OVNI dans le ciel aérien américain. D'ailleurs, en enquêtant sur cette affaire, les journalistes vont découvrir des choses assez troublantes. 2 mois seulement après l'incident de Denali, au même endroit, dans le ciel de l'Alaska, 2 autres observations d'OVNI ont été signalées par des pilotes d'avion.
Le 29 janvier 1987, un pilote de ligne va signaler aux autorités la présence d'un objet volant non identifié près de son avion. Le 30 janvier 1987, soit le lendemain, c'est un avion de chasse américain, de l'armée américaine, qui dit avoir aperçu un énorme ovni au-dessus du mont Denali. Que l'on croit ou non le témoignage de l'équipage Paris-Tokyo, il se passe bien quelque chose d'étrange dans le ciel de l'Alaska. La question que tout le monde se pose est simple. Ces aéronefs qu'on aperçoit au-dessus du mont Denali sont-ils d'origine extraterrestre? En tout cas, l'incident du vol Paris-Tokyo reste la rencontre OVNI la plus documentée de l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, âgé de 81 ans, l'ex-commandant Kenju Teroshi n'a obtenu aucune explication au mystérieux événement survenu en 1986 au-dessus du mont Denali. Si le gouvernement américain a toujours refusé d'admettre la présence d'OVNI à cet endroit, le 10 septembre 2019, le Pentagone a reconnu pour la première fois de son histoire avoir filmé dans son espace aérien des objets volants non identifiés dotés d'une technologie totalement inconnue. C'est sans aucun doute l'un des endroits les plus étranges des États-Unis. Le gouvernement américain lui-même a financé des recherches scientifiques pour comprendre les phénomènes effrayants qui s'y déroulent. Cet endroit, c'est le ranch Skinwalker, une immense propriété interdite au public et que l'on dit hantée par une entité malveillante d'origine extraterrestre. C'est l'un des endroits les plus étranges et les plus secrets des États-Unis. Ce lieu a pour nom le ranch Skinwalker et il serait le théâtre de phénomènes paranormaux encore à ce jour inexpliqués. La zone est ultra sécurisée, c'est évidemment interdit au public et tout ce qui se déroule à cet endroit va rester longtemps une sorte de secret d'État. On va même jusqu'à surnommer cet endroit la zone 51 de l'Utah. À quels terrifiants événements tous ceux qui ont pénétré dans cet endroit secret disent-ils avoir assisté? Terry Sherman dira que ce que lui et sa famille ont vécu à l'intérieur de ce ranch, ils l'oublieront jamais. Non seulement ils sont terrifiés par les créatures qui rôdent dans leur ranch, mais ils vont avoir affaire à une autre menace, et cette menace-là, elle vient du ciel. Pour quelles raisons le gouvernement américain s'intéresse-t-il à ce lieu considéré comme maudit? Les scientifiques du laboratoire de recherche vont reconnaître que tous les phénomènes observés par la famille Sherman, eux aussi, y ont assisté. Ce laboratoire, financé indirectement par l'État fédéral américain, reconnaît officiellement l'existence dans la zone du ranch de phénomènes paranormaux. Découvrez l'énigmatique ranch Skinwalker, cet endroit toujours secret qui terrifie l'Amérique. Nous sommes en mai 1996 à Fort-du-Chêne, une petite ville de l'Utah à l'ouest des États-Unis. Ce jour-là, Terry Sherman, un agriculteur, n'a qu'une idée en tête: fuir avec toute sa famille le ranch qu'il a acheté 18 mois plus tôt. Fort-du-Chêne, c'est une petite ville rurale. Elle est située au cœur de l'Utah et c'est ce qu'on appelle clairement l'Amérique profonde. À l'été 1996, les fermiers de la région se sont donné le mot. Ils viennent visiter un ranch qui est le ranch de la famille Sherman. Le ranch de Terry et Gwen Sherman s'étend sur 2 km². Et ce qui intrigue la plupart des fermiers, c'est que le ranch est à vendre alors que les Sherman ne s'y sont installés que depuis 18 mois. Alors évidemment, pour les acheteurs potentiels, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche. Lorsqu'il demande à Terry Sherman mais pourquoi est-ce qu'il vend son ranch, la réponse est glaçante. Terry Sherman affirme que lui et sa famille ont assisté à des phénomènes terribles à l'intérieur de ce ranch. Ce fermier et sa famille sont terrorisés. Pour eux, cet endroit est maudit.
La famille Sherman veut tellement partir de ce ranch qu'elle est même prête à le vendre à perte. Terry Sherman dira que ce que lui et sa famille ont vécu à l'intérieur de ce ranch, ils l'oublieront jamais. Quels terrifiants événements ont poussé cette famille à vouloir quitter ce ranch? Cette étrange histoire a débuté en août 1994. Terry Sherman rachète cette grande ferme et très vite, lui et sa famille vont faire face à de mystérieux phénomènes. C'est en 1994 que la famille Sherman va s'installer dans ce ranch. C'est une famille typique de l'Amérique profonde. Terry Sherman, c'est le cow-boy qu'on imagine, qu'on voit dans les films avec son grand chapeau. Et son épouse, Gwen, elle est employée de banque. Le couple a 2 enfants, un adolescent et une petite fille de 9 ans. Et les Sherman sont très terre-à-terre. Ils ne croient ni aux fantômes, ni aux ovnis. Toutefois, quand les Sherman vont s'installer dans le ranch, ils vont être un peu intrigués. Il faut savoir que le ranch, qui est quand même un endroit rêvé, est à l'abandon depuis 7 ans. Et surtout, les portes et les fenêtres sont maintenues fermées à l'aide de grosses chaînes et de cadenas. Mais les Sherman vont rapidement comprendre pourquoi. Ce ranch n'est pas un endroit comme les autres, c'est un endroit tout à fait à part. Ils vont être confrontés vraiment à l'inexpliqué, on peut dire ça comme ça. La famille est réveillée dans la nuit par des bruits de pas qui proviennent du couloir ou de la cuisine. Ce qui intrigue aussi Terry et Gwen Sherman, c'est que les bruits de pas, ils s'avancent en direction de leur chambre. Ils vont croire au début à une mauvaise blague de leurs enfants. Et quand ils vont ouvrir cette porte, eh bien, il n'y a rien. Ils vont voir quand même quelque chose de très particulier, parfois une ombre qui passe très vite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Assez rapidement, tous les membres de la famille vont se mettre à voir ces silhouettes un peu partout dans tous les couloirs de la maison. Et les phénomènes vont se multiplier. Ils racontent qu'ils entendent des voix sortir des murs et des voix qui parlent dans une langue qu'ils ne parviennent pas à reconnaître. Et tant qu'on y est, effectivement, il y a des sortes de rires qui vont les glacer. Et cette famille commence à être vraiment terrifiée. Autre son effrayant, Terry et Gwen disent avoir entendu des sons mécaniques provenir du sous-sol. Sauf que dans cette maison, il n'y a pas de sous-sol. Alors que la famille Sherman assiste impuissante à ces étranges phénomènes, ils vont faire face dans ce mystérieux ranch à toute une série de situations effrayantes, lesquelles précipiteront leur départ. Dès septembre 1994, on n'en est plus aux phénomènes qui sont dans la maison. Les Sherman vont s'apercevoir également que sur leur terre se passent des choses très, très inquiétantes. Les Sherman découvrent Auricier des veaux et des vaches mutilés sur leur exploitation. Les Sherman font face à des scènes atroces. Et le plus effrayant, c'est que ces animaux sont morts dans des conditions mystérieuses. Certains animaux ont un trou à la place de l'œil gauche. D'autres n'ont plus de nez. Et d'autres encore ont un trou béant à la place des parties génitales. Chose étrange, ces animaux sont mutilés, mais il n'y a autour d'eux aucune trace de sang. Et ça a été fait avec une précision absolument chirurgicale. Clairement, on n'a pas affaire à une attaque de bête sauvage comme un coyote, par exemple. Les Sherman font face à un phénomène inexpliqué. Non seulement une partie de leur bétail est atrocement mutilée, mais une autre partie disparaît de manière totalement inexplicable. En septembre 1994, les Sherman sont complètement désemparés par rapport à ce qu'il se passe dans leur ranch. Évidemment, ils se posent beaucoup de questions et ils vont commencer à avoir un début de réponse. Un soir, en faisant le tour de leur propriété, Gwen et Terry Sherman vont apercevoir une drôle de chose. On peut dire un animal, mais quelque chose qui ne ressemble à rien de connu. Terry Sherman décrit une sorte de loup, mais un loup de la dimension de 4 à 5 fois un chien. Et alors, ce qui va vraiment le pétrifier, c'est que quand il va surprendre la bête, elle est en train de traîner dans sa gueule un veau. C'est
quand même pas un petit animal, faut le faire, faut avoir des mâchoires. Cette créature, les Sherman diront avoir tiré dessus à coups de fusil sans que rien n'y fasse. C'était comme si les balles ruisselaient sur sa peau. Et durant les 18 mois que la famille Sherman va vivre au ranch, ils diront avoir vu plusieurs créatures étranges. Imaginez ce que ça peut donner pour cette famille qui, dès la nuit tombée, se retrouve dans ce ranch désert avec des phénomènes qui dépassent l'entendement. Déjà confrontés à la présence d'étranges créatures dans leur ranch, les Sherman vont découvrir l'existence d'une autre menace. Cette famille va faire face à des phénomènes aériens inexpliqués. Au début de l'année 1995, le quotidien des Sherman va devenir infernal. Non seulement ils sont terrifiés par les créatures qui rôdent dans leur ranch, mais ils vont avoir affaire à une autre menace, et cette menace-là, elle vient du ciel. Cette famille va témoigner avoir vu des objets non identifiés survoler le ranch. Ça commence par des boules lumineuses, certaines sont de couleur bleue, et puis ça va passer à l'orange. Quand les Sherman vont vendre leur demeure en 1996, ils disent qu'ils ont vu de véritables objets volants de forme triangulaire. Et Gwen Sherman racontera même qu'un de ses engins l'a suivi et que ça l'a complètement pétrifiée. Elle a eu la peur de sa vie. La famille Sherman est-elle victime de son imagination, comme certains le pensent? Que se passe-t-il vraiment dans ce mystérieux ranch de Fort Duchesne, situé au fin fond des États-Unis? D'après ce que racontent les tribus indiennes locales, mais aussi un spécialiste des ovnis, le sinistre ranch Skinwalker serait depuis longtemps le théâtre de phénomènes inexpliqués. Les Sherman ne le savaient pas, mais le ranch qu'ils ont acheté en 1994 était déjà considéré par les tribus indiennes locales comme un endroit maudit. Ces tribus racontent que cet endroit serait hanté par un esprit. Cet esprit, ils l'appellent le Skinwalker. Alors ces esprits-là ont une particularité, ils sont connus chez les Amérindiens, aussi dans l'Arizona, pas seulement dans l'Utah, et ils sont multiformes. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'apparence d'un être, d'une créature même inconnue ou d'un animal. Ce n'est pas pour rien que les Indiens ont d'ailleurs rebaptisé ce ranch le ranch Skinwalker. Et quand les Sherman découvrent ce que les populations locales racontent, un détail va les glacer. Les Indiens prétendent que cette créature est d'origine extraterrestre. D'un côté, c'est presque finalement rassurant pour les Sherman parce qu'ils étaient vraiment en train de penser qu'ils étaient en train de devenir fous. Cette famille va être confortée dans son témoignage par les propos d'un spécialiste des ovnis. Ce spécialiste en phénomènes aériens inexpliqués s'appelle Joseph Hicks. Et si depuis 1951, cet homme s'intéresse à cette zone particulière des États-Unis, c'est qu'il s'y passe de nombreux phénomènes surnaturels dans le ciel. Rien qu'en apparition d'ovnis autour du ranch et au-dessus du ranch des Sherman, Hicks en a quand même comptabilisé à peu près 400. Hicks va également leur confirmer que de nombreux cas de mutilation sont recensés dans cette région. Le témoignage de Joseph Hicks, ajouté à cette histoire d'esprit maléfique, va achever de convaincre la famille de déguerpir. Et c'est ce qu'ils vont faire 18 mois à peine après leur arrivée. Comment expliquer les inquiétants phénomènes observés par différents témoins autour du ranch Skinwalker? En août 1996, Robert Bigelow, un milliardaire collaborant étroitement avec le gouvernement américain, décide de racheter cet endroit. Son objectif? Étudier scientifiquement ces manifestations surnaturelles. En 1996, le ranch va être acheté. Il ne va pas être acheté par n'importe qui, il va être acheté par un milliardaire de l'immobilier qui s'appelle Robert Bigelow. Ce milliardaire est aujourd'hui connu pour collaborer main dans la main avec la NASA sur d'importants projets spatiaux. Surtout,
Robert Bigelow est en étroite collaboration avec la CIA et le Pentagone, s'agissant de programmes secrets en lien avec les ovnis. En tout cas, Bigelow, depuis son enfance, est passionné par les ovnis. Et lorsqu'il achète le ranch, c'est pour une raison simple, il veut y installer un laboratoire de recherche de la vie extraterrestre. Robert Bigelow achète le ranch 200 000 $. Et certains disent que les fonds proviendraient directement du gouvernement américain lui-même. À l'intérieur du ranch Skinwalker, Robert Bigelow va réellement installer son laboratoire de recherche de phénomènes ovnis qui s'appelle le projet NIDS. À partir de l'automne 1996, ce ranch n'est plus un ranch. Il va devenir en réalité une véritable base militaire. On va même jusqu'à surnommer cet endroit la zone 51 de l'Utah. La zone est ultra sécurisée, c'est évidemment interdit au public et tout ce qui se déroule à cet endroit va rester longtemps une sorte de secret d'État. En 2002, les équipes de Robert Bigelow vont tout de même accepter de laisser filtrer quelques informations. Les scientifiques du laboratoire de recherche vont reconnaître que tous les phénomènes observés par la famille Sherman, eux aussi, y ont assisté. Ce laboratoire, financé indirectement par l'État fédéral américain, reconnaît officiellement l'existence dans la zone du ranch de phénomènes paranormaux. Seul problème, lorsque les journalistes vont demander aux scientifiques d'apporter des preuves concrètes de ce qu'ils racontent, ils en sont incapables. Le ranch est truffé d'équipements pas possibles. Alors, détecteurs de mouvement, caméras, détecteurs de son. Mais il y en a partout. Le dernier cri de la technologie. Et les experts du NIDS, avec tout ça, vont se trouver confrontés à un problème récurrent. Ils affirment qu'en présence de ces phénomènes, tous les équipements électroniques tombaient systématiquement en panne en même temps. Les journalistes n'ont obtenu aucune preuve tangible. Mais ce qu'ils suspectent, c'est que les scientifiques ont transmis des éléments de preuve au gouvernement américain. Il faut croire que ces preuves ont convaincu la Maison-Blanche, puisqu'en 2007, Robert Bigelow va recevoir 22 millions de dollars en provenance du gouvernement pour continuer ses recherches et les élargir à tous les phénomènes ovnis. Si le gouvernement met autant d'argent sur la table, il est raisonnable de penser qu'il se passe des événements surnaturels à l'intérieur même, mais aussi dans le ciel, du ranch Skinwalker. Cet endroit de l'Amérique profonde est aujourd'hui l'un des endroits les plus intrigants pour le peuple américain. En 2016, le mystérieux ranch Skinwalker a été revendu par Robert Bigelow à une société privée américaine pour la somme de 4,5 millions de dollars. En 2019, alors qu'une célèbre chaîne de télévision américaine était autorisée à y poser ses caméras, une vidéo a attesté pour la toute première fois de la présence d'objets volants non identifiés dans cet endroit énigmatique, toujours interdit au public. La police fait-elle appel à des médiums pour résoudre certaines enquêtes? Si en France, la question reste taboue, en 2011, le chef de la police de Los Angeles reconnaissait publiquement avoir résolu une affaire grâce à une voyante. Ces dons paranormaux auraient permis l'arrestation du suspect numéro 1, mais aussi sa condamnation devant la justice. Vous allez découvrir qu'un peu partout à travers le monde, la police fait parfois appel à des médiums pour résoudre les enquêtes criminelles. La police a confirmé avoir fait appel à ces voyants pour résoudre leur enquête. Ces personnes ont un don hors du commun. Quelles incroyables affaires ces voyants ont-ils aidé à résoudre? Sont-ils vraiment dotés de dons surnaturels? Si Harvey Morrow est condamné à la prison à vie, c'est grâce aux incroyables visions d'Angela Smith. Cette femme a réussi à localiser le meurtrier sans rien connaître de cette affaire. Comment Gérard Croiset a-t-il pu voir à l'avance une scène qui s'est déroulée sous les yeux des policiers? Simples intuitions ou véritables dons paranormaux? Plongés au cœur de ces affaires, résolues grâce à des médiums.
Nous sommes le 16 décembre 2011 à Los Angeles, en Californie. Ce jour-là, le tribunal de Long Beach condamne un certain Harvey Morrow à la prison à vie. Ce jugement est le point final d'une incroyable enquête résolue grâce à l'intervention surnaturelle d'une voyante. Harvey Morrow, c'est un escroc de 60 ans qui est accusé du meurtre de Steven Williams, un célèbre animateur radio dont il gérait la fortune. Cet homme, la police n'aurait peut-être jamais réussi à le coincer si une voyante n'avait pas fourni des éléments concrets permettant de mettre la main sur lui et surtout de retrouver le mobile du crime. Cette femme, elle s'appelle Angela Smith. Sans elle, le chef de la police de Los Angeles n'aurait pas pu résoudre cette affaire. Le chef de la police de Los Angeles, Charles Hills, n'est pas spécialement porté sur le paranormal, mais il reconnaîtra publiquement pour la première fois que la police a eu recours au service d'une médium. Les policiers vont être sidérés par la précision des informations de cette femme. Sans elle, peut-être qu'un criminel serait toujours en liberté aujourd'hui. Comment cette voyante a-t-elle aidé la police à résoudre cette affaire criminelle? Tout commence le 28 mai 2006, au large de Los Angeles. La police repêche un corps et ne pourra l'identifier quelques mois plus tard que grâce à l'incroyable intervention d'une médium. Ce 18 mai 2006, la police de Los Angeles est prévenue de la découverte d'un corps en état de décomposition avancée le long des côtes de l'île de Catalina, à une quarantaine de kilomètres au large de Los Angeles. Le premier travail du directeur d'enquête, Kenneth Clark, va être d'identifier la victime. Ce corps a visiblement passé plusieurs semaines dans l'océan. Il est méconnaissable. Tout ce que sait le policier, c'est que selon le rapport d'autopsie, la victime a été abattue d'une balle dans la nuque. Le sergent Clark n'a aucune piste, personne n'a signalé de disparition, et donc d'emblée, l'enquête est dans l'impasse. Mais le 23 mai 2006, la police va recevoir un appel surprenant qui va tout changer. L'homme au bout du fil s'appelle Robert Knight. Il a 58 ans et c'est un célèbre photographe de stars. Il est notamment connu pour avoir fait les premières photos de Jimi Hendrix. Si Robert Knight appelle la police ce jour-là, c'est pour leur indiquer que l'homme repêché est un de ses amis et qu'il s'appelle Steven Williams. Le plus surprenant, c'est lorsque Clark va demander à Knight comment il a pu identifier ce cadavre sans même l'avoir vu. En fait, Knight va lui répondre « mais c'est grâce à une voyante ». Et là, vous imaginez la tête du policier. En effet, le sergent Kenneth Clark l'ignore, mais l'enquête sur la mort de Steven Williams va peu à peu prendre une tournure totalement surnaturelle. L'intervention d'une médium, une certaine Angela Smith, va bouleverser l'enquête de la police de Los Angeles. La police a identifié le cadavre, mais il lui faut retrouver le meurtrier. Et la médium Angela Smith va les aider dans cette quête. Angela Smith, c'est une psychologue de 50 ans de l'université du Nevada. Et grâce à ses dons surnaturels, elle va pouvoir fournir des informations capitales aux enquêteurs. Une semaine après l'identification du corps, la médium Angela Smith va fournir au sergent Clark un enregistrement audio d'une séance de voyance. Elle y décrit très précisément le meurtrier. Le policier n'en revient pas parce que la description que va faire la voyante du meurtrier correspond trait pour trait au suspect numéro 1 de la police. Et ce suspect, il s'appelle Harvey Morrow. Le sergent Clark soupçonne en fait cet homme d'affaires véreux d'avoir assassiné Steven Williams pour mettre la main sur ses 2 millions de dollars de patrimoine. Mais pour l'instant, le problème de la police, c'est qu'Harvey Morrow a disparu dans la nature. Le sergent Clark cherche Morrow dans le sud des États-Unis, mais il n'y a aucune trace du suspect. Au début du mois de juin, Angela Smith va donner de nouvelles informations aux policiers. Elle y décrit l'assassin en fuite vers le nord des États-Unis et dans un 4x4 noir. La vision d'Angela Smith va s'avérer une nouvelle fois exacte puisque le 21 septembre 2006, Harvey Morrow va être arrêté dans le nord des États-Unis, dans une petite localité du nom de Great Falls, dans le Montana. Surtout, les policiers vont remettre la main sur le 4x4 noir. Et ce n'est pas tout, Angela Smith va aussi donner le mobile du crime, l'argent.
Les policiers se doutent qu'Harvey Morrow a arnaqué Steven Williams. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ils ne disposent d'aucune preuve. Angela Smith va fournir au sergent Clark de nouveaux renseignements sous la forme d'un croquis. Sur ce croquis, on voit le dessin d'une île. Et cette île va être identifiée par les policiers comme appartenant à l'archipel des îles Vierges britanniques, qui est un paradis fiscal. Et c'est dans une banque de cette île qu'Harvey Morrow a bien caché l'argent dérobé à Steven Williams. Pour l'enquêteur, c'est presque un miracle, parce que tout ce que va affirmer Angela Smith s'avère exact. Cette enquête, qui initialement était dans l'impasse, se trouve grandement facilitée par les informations transmises par cette voyante, alors qu'elle ne connaît pas l'enquête. En décembre 2011, Harvey Morrow comparaît devant le tribunal de Long Beach à Los Angeles pour meurtre avec préméditation. La police l'ignore encore, mais elle va faire appel une dernière fois aux étranges dons surnaturels d'Angela Smith. Lorsqu'Harvey Morrow comparaît, il plaide non coupable et il prétend que Steven Williams s'est suicidé. Pour Harvey Morrow, Steven Williams s'est suicidé avec sa propre arme. Une nouvelle fois, grâce à Angela Smith, la police va réussir à prouver qu'Harvey Morrow ment. Pendant le procès, la voyante va localiser l'arme qui appartenait à Steven Williams et les policiers vont pouvoir prouver qu'elle n'a en fait jamais servi. Le pire pour Harvey Morrow dans tout ça, c'est qu'il a menti à la cour et aux États-Unis, on n'aime pas ça du tout. Harvey Morrow va écoper d'une énorme peine de prison. Le 16 décembre 2011, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. C'est un dossier qui aurait pu ne jamais être résolu sans l'aide de cette voyante Angela Smith. Pour la première fois dans l'histoire de la Californie, le chef de la police de Los Angeles a reconnu publiquement qu'une voyante avait aidé à résoudre une enquête criminelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire n'est pas un cas isolé. Il y a de nombreux cas d'enquête qui ont réussi à être résolus grâce à des médiums. Si officiellement, la police reconnaît rarement qu'un médium a participé à la résolution d'une affaire, depuis le début des années 80, une certaine Nancy Meyer affirme avoir aidé la police à résoudre des centaines d'affaires grâce à ses mystérieuses visions. Nancy Meyer est une voyante détective qui affirme avoir participé à plus de 750 enquêtes depuis les années 80. Cette femme affirme dans son livre avoir un taux de réussite de plus de 90%. Si ce qu'elle dit est vrai, Nancy Meyer est le pire cauchemar des criminels. Il n'y a rien qui prouve que Nancy Meyer ait résolu autant d'enquêtes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que de nombreux policiers vont s'exprimer là-dessus et tous diront clairement que Nancy Meyer a participé à leurs enquêtes et que ces affaires ont été résolues. Si aux États-Unis, l'étrange collaboration entre médiums et policiers est une réalité, en Europe également, les enquêteurs font appel à leurs dons surnaturels. Nous sommes en 1959, aux Pays-Bas. Un médium du nom de Gérard Croiset va aider la police. Une intervention paranormale qui fera le tour du monde. Gérard Croiset, c'est un Hollandais. Il a une cinquantaine d'années et va aider la police à retrouver un petit garçon dans les années 50. Ce que ce voyant va donner comme indication à la police hollandaise va marquer un tournant. Le 27 avril 1959, un petit garçon de 4 ans, Menno Bergsma, a disparu dans le petit village de Macum qui se situe sur la côte nord des Pays-Bas. Cela fait 48 heures que la police cherchait l'enfant. Elle n'a aucune piste et elle va réussir à résoudre cette affaire grâce à un médium. Ce voyant s'appelle Gérard Croiset, il habite à plus de 100 km de là et par téléphone, il va indiquer aux policiers très précisément un canal dans lequel malheureusement l'enfant se serait noyé. Les policiers vont trouver ce canal juste à côté de Macum et ils vont rappeler Gérard Croiset au téléphone. Et Croiset va leur décrire très précisément une bite d'amarrage qui se trouve le long de ce canal, une bite d'amarrage autour de laquelle serait enroulé un pneu. Le problème, c'est que les policiers ne voient aucun pneu qui serait sur une bite d'amarrage le long du canal. Ils se demandent si Croiset ne leur a pas raconté des histoires lorsque, précisément, à ce moment-là, un enfant du village qui jouait avec un pneu arrive et le place sur la bite d'amarrage sous leurs yeux. Ils vont fouiller à l'endroit exact qu'il a défini. Et malheureusement, ils vont retrouver le corps du petit garçon sans vie.
Gérard Croiset a pu deviner que l'enfant s'était noyé, mais comment a-t-il pu décrire une scène qui s'est passée sous les yeux des policiers? Ça, c'est assez surnaturel. L'intervention de médiums auprès de la police est-elle réellement un gage de succès pour les enquêteurs? Les autorités françaises font-elles elles aussi appel au pouvoir surnaturel de médiums pour résoudre certaines affaires restées de véritables énigmes? En France, on n'a pas connaissance de programme de collaboration officiel entre voyants et policiers. Pour autant, certains enquêteurs peuvent solliciter des voyants, mais ça reste un choix personnel. On peut citer Raymond Réan, qui, comme Gérard Croiset, a collaboré avec la police dans les années 60-70 dans les affaires de disparition. Plus récemment, il y a eu Yaguel Didier, Lily Delahaye ou Geneviève Delpech, la veuve du célèbre chanteur Michel Delpech, qui ont aidé la police dans des affaires mal embarquées. En tout cas, il y a une vraie discrétion. La police ne communique jamais dessus. C'est presque un sujet tabou. Si la police est réticente à l'égard des voyants enquêteurs, c'est que la voyance, c'est loin d'être une science exacte. Non seulement le taux de réussite est globalement assez bas, mais beaucoup d'enquêtes sont parfois polluées par des charlatans. À ce jour, il n'y a aucune explication scientifique permettant de comprendre comment ces personnes peuvent voir à travers l'espace et le temps. S'agit-il d'un don paranormal ou peut-être ces personnes disposent-elles d'un sens de la déduction et d'une intuition surdéveloppée? Le mystère reste entier. Si aujourd'hui les autorités refusent d'admettre officiellement faire appel aux dons paranormaux de certaines personnes, en août 2017, la presse française révélait l'intervention d'une médium dans une affaire de disparition. Ces visions inexpliquées ont permis aux enquêteurs de localiser précisément, en Asie, l'endroit exact où un jeune Français a été vu pour la dernière fois.